Si cette dame-là avait été scolarisée, elle allait être la première femme présidente du Mali. Occupons-nous de notre maman, pas parce que c'est notre maman, mais occupons-nous d'elle parce qu'elle est enfant du paradis. Vous savez, derrière une femme forte, il y a souvent une autre femme forte. Ma maman a été étiquetée comme aide ménagère. Ma maman était ce type de personne qui avait une grande capacité de pardonner à l'autre. Ma maman avait l'art de s'oublier pour l'autre. Ma maman, je l'ai beaucoup aimée. Tout le monde pouvait le constater. Certaines femmes ne cherchent pas la lumière, mais pour autant, elles éclairent des générations et des générations avec leur propre lumière. Aujourd'hui, épisode extrêmement spécial dans le podcast Merveille, mais vraiment extrêmement, et je baisse mes mots. Ce sera de loin l'épisode le plus touchant et le plus poignant qu'on ait fait. Vous savez, derrière une femme forte, il y a souvent une autre femme forte. Une femme de l'ombre, une femme qui impacte, une leader, une femme en mission. Aujourd'hui, on parlera de ma grand-mère, la mère de maman. Maman, bonjour. Aujourd'hui, on parle de ta maman. Comment tu vas déjà, maman? Bien. Je vais bien, mais avec beaucoup d'émotions. Ouais, j'imagine. C'est un épisode où on est synchronisés en termes de tenue. C'est vrai qu'on est à distance, mais on l'a voulu cet épisode. D'ailleurs, je pense qu'on aurait dû commencer le podcast Merveille par ça. Quand on parle de merveilles, de ces mères qui sont des merveilles, il y a forcément ta maman. Donc aujourd'hui, maman, on sait qu'il y a beaucoup d'émotions. Je vais partir petit à petit, te donner le temps aussi. Tu me diras, maman, j'ai envie de te poser la question déjà. Qui était ta maman? Comment est-ce qu'elle s'appelait? Et si dans le podcast, tu as besoin de prendre une pause, vas-y, il n'y a aucun problème. S'il y a des éléments que tu veux laisser de côté, il n'y a aucun problème aussi. Je te passe la parole déjà. Bonjour ma fille. Merci de m'avoir passé la parole pour parler de ma maman. Ma maman s'appelait Djeneba. Et c'est au Mali qu'elle a pris ce nom. Ma maman est de nationalité, elle était de nationalité voltaïque puisqu'elle ne vit plus. Elle nous a quittés depuis le 14 mai 2024. Paix à son âme. Ma maman était une voltaïque. Et elle a cessé de l'être plus ou moins de fait dès l'âge de 10 ans. Bien que jusqu'à sa mort, elle est restée voltaïque. Elle n'a jamais voulu être autre. Bien qu'elle ait vécu avec des Peuls. L'ethnie Peul, pour qui les connaît au Mali, savent qu'est-ce qu'il faut pour vivre avec les Peuls. Elle a vécu 70 ans avec les Peuls. Elle a quitté aujourd'hui c'est le Burkina. Et elle, c'était vraiment la Haute-Volta. Elle a quitté sa Haute-Volta natale à l'âge de 10 ans. Et c'est sa maman adoptive qui l'a révélé à mon frère. Il a dit à mon frère, quand ta maman venait avec moi, elle était haute comme ça. Elle avait 10 ans. Et là, c'était sa deuxième maman adoptive. Ma maman, elle a quitté son village du Burkina qui s'appelle Kalsaka. Elle est née à Kalsaka, ses parents vivaient à Kalsaka. La grande sœur de son papa, sa tante, est venue à Kalsaka et a demandé à son frère de lui donner sa fille. Et ma maman était seule fille de 4 enfants. Elle avait 3 frères, mais elle était la seule fille de sa maman. Mais la grande sœur de son mari a souhaité aller avec sa seule fille. Elle n'avait pas la force
de s'y opposer. Excuse-moi, maman, je te coupe, je suis désolée pour que les gens ne soient pas perdus. Okay. La grande sœur du mari de qui? De ma grand-mère. De sa grand-mère, d'accord. Ma grand-mère avait une seule fille et 3 garçons. Elle a eu 4 enfants. C'est la grande sœur de son mari qui est venue au village, à Kalsaka, leur rendre visite. Et en rentrant, elle résidait à Waïgouya. Dans une autre ville? Oui, au Burkina. En rentrant à Waïgouya, elle a souhaité amener sa nièce avec elle. D'accord. Et le détail très important, c'est que sa nièce, là, en l'amenant, elle l'a portée au dos. Je ne sais pas si elle avait 4 ans, 5 ans, 2 ans. En tout cas, elle l'a portée au dos. Elle m'a dit quand elle quittait sa maman, elle a été portée au dos. Donc, c'est sûrement entre 4 et 5 ans, puisqu'elle se rappelle de ce jour-là. Elle s'est toujours rappelée du jour. Donc, c'est comme ça qu'elle est venue à Waïgouya vivre avec sa tante. Sauf que l'écart entre la sœur et le frère était tellement grand que le premier enfant, le premier garçon de la sœur, était plus âgé que son frère. Donc, du coup... Je pense qu'on va commencer à perdre les gens, mais on comprend qu'elle a grandi dans une famille où elle était très jeune. On va dire ça. Non, ce n'est pas qu'elle soit jeune. Ce que je veux faire ressortir, c'est qu'elle a été assimilée aux enfants de son cousin, puisque le cousin était plus âgé que son papa à elle. Exactement. OK, d'accord. Elle a été assimilée aux enfants de son cousin. Donc, son cousin, là, est devenu son papa. Et on l'appelait papa. Elle l'appelait papa. Tous les enfants l'appelaient papa. Et nous aussi, on l'appelait grand-papa. Tout le monde l'a appelé papa jusqu'à sa mort. Je l'ai connu. Je suis allée chez lui plusieurs fois. D'accord. Là, on est dans quelle année, la maman? Les années 1900... Quand elle venait à Waïgouya? Oui. C'est sûrement les années 1945, 46, dans les années 40. Elle-même, elle est née en 1937. D'accord. Parce que pour donc, plus 4 ans, c'est environ 1941, début 41, les années 41. C'est le début des années 1941 qu'elle est venue à Waïgouya. Très bien. On va essayer de condenser vraiment sa vie dans un épisode. Et bien sûr, on sait qu'il y a beaucoup de choses. On pourra faire un live là-dessus. Tu vas toujours m'arrêter parce que je vais déborder. Effectivement. Je vais avoir le mauvais rôle aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. Tant mieux. Donc, ta maman, elle est née, elle a grandi au Burkina. Oui. À quel moment ta maman vient au Mali? Et le grand cousin là qui est devenu son papa était un chef. Peut-être, excuse-moi, effectivement, sur ça. Jusque-là, ici, on parle de merveille. Donc, leadership, sagesse en transmission. De sa naissance jusqu'au jour où elle est encore au Burkina, quels sont ses traits de caractère qui font aujourd'hui qu'elle a été la femme qu'elle a été et qu'elle t'a transmis ce qu'elle t'a transmis? Ces traits de caractère, je les ai découverts quand elle était ma maman déjà. Donc, son séjour au Burkina, il est très important que j'insiste sur ce petit bout-là. Laisse-moi parler de ça, s'il te plaît. Vas-y. Donc, le cousin là qui a joué le rôle de son papa adoptif, son premier papa adoptif, était un des Naba du Burkina. C'était un chef et là-bas, les chefs sont appelés les Naba. Tu as dû connaître le Moro Naba à Ouagadougou. Lui, il était un Naba. Il était le Tona. La circonférence qu'il commandait s'appelait Togin. Donc, Togin Naba, ça a été concentré, on l'appelait Tona. C'est comme ça que tout le monde l'appelait. Il était un chef. Donc, et c'était le Soudan français. Donc, les Maliens pouvaient aller travailler au Burkina et au Niger. Les frontières n'étaient pas administratives. Donc, c'est comme ça que un couple de Maliens travaillait à Waïgouya comme médecin-chef et infirmière d'État. Le médecin-chef de la ville, son épouse infirmière d'État, c'était des hauts cadres coloniaux et qui résidaient à Waïgouya, qui étaient des Maliens, qui sont forcément amis avec le chef de la contrée. C'est comme ça qu'ils étaient liés à mon grand-père, le cousin qui est devenu papa. À ta maman, à toi? C'est ce que je suis en train de venir. Maintenant, le couple de Maliens
avait besoin d'une enfant en famille. La dame, l'infirmière d'État est venue voir le chef pour lui demander de lui donner un enfant. Et pour qui connaît bien l'état d'âme de l'Africain de l'époque, tu donnes un enfant qui t'inspire confiance, en qui tu as confiance, à des gens qui t'inspirent du respect. Absolument. C'est comme ça que ma maman a été choisie dans cette grande famille-là pour être donnée au couple de médecins noirs et infirmières d'État. Mais en donnant ma maman, on lui a dit, elle était là pour être scolarisée à l'ouverture prochaine. Donc, elle va vous aider pendant les vacances, mais à l'ouverture des classes, il faudrait qu'elle soit inscrite. Elle doit être scolarisée. Ce détail est très, très, très important. Ce n'est pas la scolarisation, mais sa venue chez le couple de Maliens est très important. J'insiste là-dessus parce que au finish, elle avait tellement de capacités, elle donnait tellement de satisfaction à cette dame, elle a refusé de la scolariser. Mais il y avait tellement d'affection entre elles, c'est elle qui l'a surnommée Bio. Bio, c'est Moré. Oui. Ma maman s'appelle Djeneba, mais tout le monde l'a appelée Bio. Tout le monde la connaît Bio. Bio en Moré, ça veut dire mon enfant. Bio, mon enfant. Ok. Elle l'a le Moré, surnommée. c'est la langue parlée au Burkina pour ceux qui savent pas. C'est la langue parlée de ma maman, de l'ethnie de ma maman. Effectivement. Donc, elle l'a surnommée mon enfant. Mais après, il y a eu tellement de choses. Ma maman a été étiquetée comme aide ménagère. Et là, dans le sens péjoratif, qui dirait, et pour ceux qui disaient ça, était dégradant. D'accord. S'il te plaît. Moi, j'ai toujours été très fière de ma maman. Très fière de ma maman. Je n'ai jamais pris le fait qu'une aide ménagère, le fait d'être aide ménagère n'a jamais été dégradant pour moi. Au contraire, je l'ai trouvé très digne. Mais quelqu'un qui est déjà appelé ma fille, mon enfant, ça veut dire qu'il y a des rapports particuliers. Un. De deux, ce n'est pas un enfant de 10 ans, depuis 1940, qui va quitter le Burkina pour venir faire l'aide ménagère au Mali. Ceux qui sont en train de l'affirmer ne l'ont jamais donné un salaire à la fin du mois. Elle n'a jamais reçu de salaire à la fin du mois. Ce détail est très important pour moi-même. Parce que j'ai beaucoup entendu cette affirmation-là. On nous a toujours jeté ça au visage. Je l'ai toujours reçu avec beaucoup de fierté. Ma maman, je l'ai beaucoup aimée. Tout le monde pouvait le constater, tout le monde pouvait le dire. C'était très partagé. Je suis la Benjamine, je suis sa Benjamine, son amie, sa confidente. Là, je te laisse parler. Je suis désolée de t'avoir coupé. On l'entend dans le ton de voix, hein, que ça te tient vraiment à cœur. Il y a beaucoup d'émotions qui viennent quand tu parles de ça, du fait qu'elle a peut-être été soit rabaissée par ce temple-là, qu'elle n'a pas été mise à l'école comme convenu. Je reprécise, ma grand-mère, c'est quelqu'un qui m'a profondément marquée parce qu'elle a habité avec nous, j'ai grandi avec elle. J'ai eu une scolarité, surtout au lycée, très, très soutenue. Et ma mère était parfois en voyage, mon père aussi en déplacement. Et c'est elle qui était là avec nous. Parfois, il m'arrivait de jeûner. Personne ne le savait. Et c'est elle qui finalement devinait que je jeûnais, qui prenait sur elle de cuisiner, de tout faire pour que tout se passe bien. Donc, c'est vraiment comme une deuxième maman pour moi. Maman, on a beaucoup de choses à dire. Mais si on revient dans le cadre de merveille, ces valeurs qu'elle t'a inculquées, la femme leader qu'elle a été dans la société, dans la communauté, elle est née au Burkina, elle est venue. On imagine qu'elle ne parlait pas la langue, qu'elle s'est intégrée, etc. Elle va finir par se marier, elle aura des enfants. Très bien. Mais dans la société, quel type de femme était ta maman et comment tu l'as vue se comporter avec les autres? Ma maman était ce type de personne qui avait une grande capacité de pardonner à l'autre. Elle pardonnait de façon instantanée. Et elle me disait en Bamananka, Jelika, fente chine kono. C'est pas qu'elle oublie, mais c'est qu'elle pardonne. Elle avait une grande facilité de pardonner.
Et du coup, elle était résiliente. Chaque fois qu'il y a un désaccord, que ce soit sur son tort ou ses raisons, c'est elle qui faisait toujours le premier pas. Ma maman n'avait pas d'ego. C'est elle qui faisait toujours le premier pas. Et quelle que soit la qualité de l'auteur, que ce soit son propre enfant, son petit enfant, et quels que soient ses rapports avec quelqu'un dans la société, elle est toujours prête à faire le premier pas pour taire une quelconque cassure. Peut-être aussi que c'est de là que ça vient, ta capacité à toi à prendre du recul, à taire ton ego, je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'elle t'a inculqué ça? Bon, un enfant apprend beaucoup plus du comportement du parent que de ce qu'on lui dit. Je l'ai vu évoluer. J'ai toujours été avec elle. Collée serrée. Et j'en suis témoin. Un détail extrêmement important, maman, et tu l'as dit, c'était une enfant qui était intelligente, assidue, digne de confiance, et finalement qui n'ira pas à l'école. Mais sans t'arrêter, sa maman adoptive a dit, c'est après son décès qu'on a appris ça. Ses enfants nous ont rapporté qu'elle a dit que si cette dame-là avait été scolarisée, elle allait être la première femme présidente du Mali. Eh bien, tant d'éloges. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu... C'est des éloges bien mérités. De ce que j'ai vu, elle a une telle présence sociale, franchement indéniable. Mais si je reste sur ce point-là, ça veut dire qu'elle n'a pas été à l'école, comme bon nombre de parents africains peuvent l'être. Mais je vais préciser 2 choses. La première, c'est que certaines personnes peuvent être choquées par le fait qu'on va dans une famille, on prend un enfant, on s'en va avec, c'est pas pour vous, etc. C'est des choses qui se faisaient, qui se font encore d'ailleurs dans des zones en Afrique, qui sont dans un cadre, il y a la confiance, et on estime que les enfants vont bien être traités. Donc, on les donne. Première chose. Deuxième chose, c'est que ta maman, elle n'est pas allée à l'école, mais elle vous a suivi dans vos études. Et tu me le disais souvent, ma mère m'a poussée, elle m'a suivi. Comment elle a réussi à t'inculquer ces valeurs, à t'aider à te dépasser dans les études, alors qu'elle-même n'est pas allée à l'école? Je sais que ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais comment elle a fait pratico-pratique? Et j'avais dit ça dans notre premier épisode, Merveille. Et sous le premier président de la République du Mali, Modibo Keïta, il y avait un système de scolarisation des jeunes femmes. Donc, ça s'appelait Soufé École. C'était l'école du soir. Donc, après les travaux ménagers, le dîner, les jeunes femmes partaient en classe pour apprendre à lire et à écrire. C'est là où ma maman a fréquenté pendant 3 ans. Elle a appris à lire et à écrire. Ma maman savait lire et écrire. Donc, chaque fois qu'un enfant est inscrit à l'école, elle t'apprend à écrire. Elle t'apprend à écrire, elle t'apprend à lire lettre par lettre, syllabe par syllabe. C'est avec elle que j'ai appris les syllabes. Syllabe par syllabe et mot par mot. Donc, elle a fait 3 ans d'école, mais qui a été très utile pour notre famille, pour notre éducation, ses enfants. D'accord. Je te coupe pas, je te laisse continuer. Est-ce que tu as des choses à apporter en plus? Oui, si je dois parler de ma maman, je n'en finis pas. C'est sûr. Donc, d'accord. Si tu avais fini et que je ne t'ai pas coupé, on va partir à l'étape d'après. D'accord. Ta maman, elle est venue au Mali. Elle s'intègre dans là où elle est accueillie. Ensuite, elle a ses enfants. Elle vous aide à vous épanouir. Est-ce que tu as souvenir de moments avec elle où elle a eu à faire des choix difficiles? Parce que ici, on parle donc de leadership et comment on s'insère dans la société en restant utile. Et comment elle a réagi face à ça? Comment elle a pu finalement se sortir d'épreuves? Tu as dit qu'elle était résiliente. Comment ça se manifestait, cette résilience au quotidien? C'était son quotidien. Une décision difficile qu'elle a prise sans hésiter, c'était notre aménagement au village, notre déménagement au village. Nous vivions à Bamako ici. Et à un moment, notre papa lui a demandé d'aller nous assister. Il va aller nous inscrire au village. Parce qu'il y avait une première vague qui était partie. Au village, ça ne marchait pas beaucoup. Donc, il fallait qu'elle vienne. C'est comme ça que mon papa avait compris la chose. Et elle devrait quitter sa vie de citadine
pour aller vivre au village. Oui. Un élément qu'on n'a pas évoqué, quand elle vient du Burkina, elle ne parle que la langue du Burkina, elle ne parle que le moré. Oui, mais elle avait tellement de capacités, elle apprenait vite. Elle D'accord, apprenait elle a vite appris la la langue. langue. Elle a appris la langue. D'accord. Non seulement elle a appris la langue, elle a conservé sa langue maternelle. Oui, parce que toi, elle te l'a inculqué, elle te l'a apprise. Oui, mais même là, elle ne m'en parlait pas constamment. C'est juste Ouais, en concours de circonstances qu'elle me parlait moré. Mais elle a pu mhm. garder la langue. La langue, on la perd facilement. Hein. C'est vrai. Et elle a vécu plus de 70 ans au Mali. Plus de 70 ans au Mali. Quand elle quittait, elle avait 10 ans. Quand elle quittait son Burkina, elle avait 10 ans. Elle est décédée à 87 ans. Donc, Oui. 77 ans pratiquement. Et Mais elle a gardé retournait, son moré. Hein? oui, j'allais dire qu'elle retournait parfois, mais c'est pas tous les 4 matins, quoi. C'était tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Tous les D'accord. 3 ans, on partait au Burkina. Et de tout ce que tu dis là, je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu veux dire. Mais si on a lancé ce podcast, c'est parce que moi, je suis partie du constat que j'avais accès à toi, que j'avais accès à des conseils, à des sagesses de vie qu'on pouvait transmettre à d'autres personnes, qui peut-être pourraient être utiles pour qu'elles, eux aussi, puissent construire leur relation avec leurs parents, mais aussi en tant que personne, et être meilleures dans leur être et dans la société. Toi, tu m'as fait la remarque. Mais en réalité, ce podcast, tu aurais dû le faire avec ma mère. Parce que c'est elle qui a tout ce que tu m'apportes. Et je t'ai dit non. Elle a beaucoup de choses et on va en parler. Donc aujourd'hui, on va parler de ces choses que tu juges être des choses de leader, des situations, des comportements, des leçons de vie que tu as appris de ta mère et que tu voudrais partager aujourd'hui à ce grand monde-là. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent aujourd'hui, 2 ou 3, qu'en sais-je, peut-être même une chose, ou ça c'est une leçon, tu te dis ça c'est une leçon, qu'elle m'a apprise, qu'elle m'a inculquée et que j'aimerais partager. Peut-être une anecdote, peut-être une phrase, autre chose. Ce que je garde beaucoup plus de ma maman, c'est qu'elle avait une grande disponibilité pour l'autre. Ma maman avait l'art de s'oublier pour l'autre. Et il y a juste un mois, j'étais en voyage avec la Benjamin. Ça nous a tellement réussi, j'étais tellement satisfaite du bon Dieu que j'ai dit, au retour à Bamako, je vais offrir un grand dîner, je vais inviter ci, je vais inviter ça, je vais inviter là. Et je n'ai pas cité mes enfants. Et la Benjamin qui dit, je vais m'inviter moi-même, tu étais là. Histoire de me rappeler que j'ai toujours oublié mes enfants au profit des autres. Donc ça, je le tiens de ma maman. J'ai vu ma maman à l'époque faire de la volaille. Le dîner pour la grande famille, ce n'était pas fréquent. Mais j'ai vu ma maman, chaque fois qu'elle faisait la volaille, elle fait les poulets, elle partage, elle finit le partage, je la vois lécher ses doigts. C'est ça, sa part. Elle n'a rien là-dedans. J'ai hérité ceci de ma maman. Oublier soi-même, oublier ses enfants. Pour les autres, c'est vraiment de ma maman que je tiens ça. Et je ne peux pas ne pas révéler ce que toi-même tu m'as dit un jour et qui m'a marqué à vie que je ne suis pas prête à oublier. Waouh! Un jour, c'était l'anniversaire d'un des petits enfants de ma grande sœur. J'ai payé un petit vélo. J'étais tellement joyeuse par ce plaisir. J'ai envoyé tout de suite la photo du vélo. Je t'ai envoyé la photo du vélo. Et ta réaction, c'était « Oh, le petit vélo que je n'ai jamais eu. » J'ai dit « tu n'as jamais eu de petit vélo ?» Tu m'as dit « Non, maman, je ne sais pas faire de vélo aujourd'hui. » Non, maman, je ne sais pas faire de vélo. Je n'ai jamais eu de petit vélo. Maman, la semaine passée, je devrais aller en pique-nique avec des amis. Arrivé à un niveau, on devrait prendre des vélos pour partir. Et moi, je ne savais pas faire le vélo. Les autres sont partis. Quelqu'un a décidé de rester avec moi pour m'accompagner, pour que je ne sois pas seule. Et tout de suite avant que tu ne finisses, je dis, tu trouveras le moyen d'aller arriver avant les autres parce que je n'ai pas payé le vélo. Je ne l'ai pas fait sciemment. Je t'ai oublié. J'ai payé le vélo à tous les enfants de mes frères et sœurs. Et tu m'as dit, ah oui, maman. Quand on était dans l'attente, tout de suite, un véhicule est venu à l'improviste.
Il ne devrait pas être là, mais il est venu. Et il nous a embarqués tous les deux. On est arrivés avant les vélocyclistes. Tu vois? Donc ça m'a marqué. Oh, le petit vélo que je n'ai jamais eu. Ça, je l'ai hérité de ma maman. Ma maman a toujours oublié sa personne au profit des autres. Ma maman m'a oublié au profit des autres. Et je vivais à côté d'elle. Ça j'ai compris. Et l'exemple que tu as évoqué, je continue. Oui. Ce jour-là, effectivement, quelqu'un restait avec moi parce que je ne sais toujours pas faire de vélo. Je commence à apprendre, mais bon. Et ce jour-là, il a plu finalement, en fait. Il a plu. Okay. Et ceux qui sont allés en vélo ont été arrosés de pluie. Tu as vu, non? Dieu est aux commandes. Dieu ne voulait pas que ma fille soit trempée parce que sa maman s'est oubliée au profit des autres. Quelque part, la bonne intention, la bonne action. C'était pas méchant, mais ça m'arrive. J'ai un neveu aujourd'hui avec moi au studio ici qui m'écoute, qui une fois m'a envoyé un vocal, me parlant de ma maman. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a explosé de lui-même. Il a fait un grand vocal. Il parlait de ma maman. Il me dit, ta maman est exceptionnelle. De la façon que ta maman traite Bako. Bako, c'est mon propre enfant. C'est la même façon que ta maman me traite. Moi, Malik. C'est la même façon qu'elle traite Moussa, un de ses cousins. C'est la même façon qu'elle traite Junior, le garçon de mon frère. Donc, tout ce que lui, il a connu comme petit enfant de ma maman, elle n'a pas vu de différence dans le traitement et dans le comportement de ma maman. Pour te dire, ma maman est une femme exceptionnelle. J'ai beaucoup appris d'elle. Je continue à apprendre. Puisque à chaque fois que je prends du recul, je fais revenir un de ses comportements. Je grandis de mes erreurs. Et on précise que ta maman, elle a eu une fin de vie très heureuse. Vraiment, elle était entourée de tout ce dont elle avait besoin. Et je pense même qu'honnêtement, c'est ça qui nourrit ou qui a nourri quelque part mon amour pour toi. Parce que quand on voit comment tu l'as traitée, elle avait tout ce qu'elle voulait, elle avait juste à claquer des doigts. Son repas favori était là, elle était sous la clim, sa télé. Si elle veut aller à droite, elle part à droite. Si elle veut aller à gauche, ça vient. Si elle veut l'hélicoptère, on essaie de voir comment avoir l'hélicoptère. Vraiment. N'en déplaise aux jalouses. En tout cas, c'était la reine à la maison. Et ce qui me choquait, moi, personnellement, c'est que quand tu ramènes des choses à la maison, tu ramènes peut-être à manger, ou quand on ramène les fruits et légumes du champ, tu viens 2 jours après, il n'y a plus rien. Oui, et qu'elle va sortir. Elle a donné ça aux gens, et elle demande à personne. Mais pour elle, en fait, on en a nous à foison pour donner ça aux gens qui en ont besoin. Attention. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment de la générosité. Ma maman était une personne exceptionnelle. Je confirme qu'elle a eu une fin de vie heureuse. Elle disait à ses petits-enfants, moi, je dors avec la commande du climatiseur dans ma main. Quand je me retourne, je commande ici. Quand je me retourne, je commande ici. Donc, pour appuyer ton propos, quand on veut élever des leaders ou des gens d'un comportement particulier, on inspire par l'exemple. Moi, je t'ai vu faire avec elle. Et moi, ça me nourrit dans ce que je fais avec toi. Mais si j'ai envie de donner un conseil que j'ai retenu de ma grand-mère, c'est un conseil qui m'a marqué à vie. Et d'ailleurs, je t'en ai parlé, tu m'as dit, ah, ça, moi, je ne savais pas. Un jour, on était dans sa chambre, donc avec sa climatisation et tout ce qui va avec. Et elle m'a dit, viens t'asseoir, on va parler. Donc, elle m'a parlé ce jour-là de mariage. Je crois que c'est l'époque où je venais de me fiancer peut-être. Elle m'a parlé de mariage. Elle m'a dit, tu sais, dans le mariage, donc, en bambara, on dit faso et tchela. Faso, fa, c'est papa, donc c'est chez ton père, là où tu es avant de te marier. Et tchela, c'est chez ton mari. Elle dit, entre les deux, entre le faso et le tchela, il y a un grand puits. Donc, tu vas te marier, 2 choses. Bien comme moi, bien. Et elle a dit, de temps en temps, tu reviendras au faso, chez ton père. Quand tu reviendras, passe par le puits. Quand tu arrives au puits, tu déposes tout ce qu'on t'a fait là-bas, tout ce qu'on t'a dit là-bas, qui t'a déposé tout dedans. Et tu passes ton chemin pour aller chez ton père. Okay. À la fin de la journée, quand tu dois rentrer, tu as peut-être vécu des choses là-bas aussi. On t'a dit des choses là-bas. Repasse par le même puits. Tu te déposes dans le puits avant de rentrer chez toi. D'accord. Et elle m'a dit, les informations du Tchela et du Faso, en tout cas négativement, elles ne doivent jamais se croiser. Ça doit terminer au fond du puits. Et ça m'a marqué quand même. Ça, c'est digne de notre société. C'est une belle leçon, je trouve. Oui, si tu rapportes les informations négatives de part et d'autre,
forcément, ça va exploser un jour. C'est sûr. C'est vrai qu'elle ne me l'a jamais dit. Et oui, je t'ai dit, c'était une deuxième maman. Hein. Quand tu n'étais pas là, tu étais en mission. C'est elle qui était là avec moi quand j'étais malade. J'avais des concours à préparer. Elle était vraiment au petit soin. Vraiment au petit soin. Et c'était vraiment une grâce pour nous. Pour sortir de cet épisode du podcast, maman, une dernière question. Qu'est-ce que toi, Jelika, aujourd'hui, tu es le plus fier d'avoir vécu avec ta maman? La fierté des autres vis-à-vis de ma maman. C'est ça la réponse à ta question. Tous ceux qui ont entouré ma maman, tous ceux avec qui ma maman a vécu, ont été fiers d'elle. Et c'est de ça que moi, j'étais fière. Ma maman, les dernières années de vie de mon papa, il l'a toujours appelée femme de Janat. En Bamananka, il disait Al-Jana Muso. Femme du paradis. Femme du paradis. Al-Jana Muso. C'est comme ça que mon papa l'appelait. Et quand il finissait de manger ses dernières années de vie, il dit Fama ala abarika, bio abarika. Neka baloka bisoro, ala ni e. Quand il finit de manger, il dit merci mon Dieu, bio merci. Que je vive jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à toi. Mon papa a toujours répété ceci. Et moi, j'ai voulu être comme ma maman. Être Al-Jana Muso pour mon époux. C'est vrai que nous ne sommes pas de la même génération. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous n'avons pas les mêmes vécus. Et je n'ai pas les mêmes capacités que ma maman. Mais je souhaite être comme elle. Wow. Dans notre religion, il est toujours dit que quand le mari pardonne à son épouse, c'est Jannatu. Et quand c'est l'époux même qui décrète que toi, tu es du paradis. Et moi, je disais très souvent à ma grande sœur, Ami, occupons-nous de notre maman, pas parce que c'est notre maman, mais occupons-nous d'elle parce qu'elle est enfant du paradis. Peut-être Dieu va nous pardonner à cause d'elle. Je suis très fière de ma maman. J'ai été toujours très, très fière de ma maman. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Hein. Écoute, ta maman, moi, je peux te le dire, avec prétention peut-être, mais avec beaucoup d'assurance, ta maman était très fière de toi. Très, très fière de toi. Tu as réussi à créer un environnement calme, paisible à la maison. Elle était complètement épanouie. Elle était la reine, comme j'ai dit. Ses désirs étaient des ordres. Et moi, c'est ce que je veux dire que tu as essayé de faire dans la limite du respect mutuel, dans la limite de la nouvelle génération, en tout cas dans la limite de mes efforts. Et merci à tous ceux qui ont suivi l'épisode. Oui, avant de clore, il faut que je te dise merci. Tu m'as aidé, tu m'as beaucoup aidé à ce que je sois la fierté de ma maman. Tu m'as beaucoup aidé dans ce sens. Je t'ai vu m'acheter un billet d'avion pour que je puisse accompagner ma maman. Ma maman devrait voyager, j'ai payé le billet d'avion pour elle. Je n'avais pas les moyens pour m'offrir le billet. Et je voulais la laisser partir seule. Tu m'as dit, pas question, maman, tu vas l'accompagner. Et j'ai eu mon billet, je suis allée accompagner. Ok, c'est bon. Termine ta phrase. Non, merci, c'est bon. C'était pour te dire merci pour tout et réaffirmer que je suis vraiment fière de ma maman. Ma maman était ma fierté et je souhaite que Allah l'accueille dans son paradis et aujourd'hui qu'elle soit vraiment dans les grâces de Dieu. Merci à tout le monde. Amen, amen, amen. Merci maman, merci à tous. Continuez, chères personnes, chers amis, à transmettre le leadership de génération en génération de manière apaisée, de manière reconnaissante. À bientôt.